C'est fabuleux d'ailleurs de voir. Enfin, moi, j'ai eu la chance d'avoir un cadeau un jour d'un petit oiseau, évidemment. Et je l'ai vu perdre ses plumes. J'ai vu les petits trous, mais tout de suite derrière, en fait, c'est invraisemblable. Tout de suite, mais tout de suite derrière, il y a la canule avec une petite membrane fine, comme un morceau de peau, ou on pourrait imaginer une pellicule. Et tout de suite derrière, alors d'un seul coup, c'est un Iroquois parce qu'il a tout sur la tête comme ça, il est tout piquant. Puis comme on s'embrassait, on se faisait des câlins, ben, il piquait, mais aussitôt, et puis il était toujours en train, alors il époussetait tout ça partout. Et c'était extraordinaire en fait de voir qu'une plume tombe, une autre est juste derrière. En fait, ils ne peuvent pas être démunis de plumes puisque c'est une sauvegarde, c'est une protection, c'est tout ce qui... Nous, on perd nos cheveux, ils s'abîment, voilà, ils repoussent, c'est une permanence, quoi. Et après, dans l'œuvre, c'est autre chose. Le sujet de protection de l'objet, c'est le soin, l'amour, j'insiste, l'amour. L'amour des objets, c'est super important, surtout quand on y met autant de temps, autant de passion. Enfin, ça, c'est pour moi un écho super important. C'est un message presque aujourd'hui. Pour moi, c'est très important. Tout le monde va avoir peur mais c'est tout à fait possible, puisque moi, je vis ça depuis plus de 30 ans. Et donc, je fais que de stocker, ranger, chouchouter, faire attention que ça ne s'abîme pas, que ça soit toujours vivant, vibrant, pour pouvoir créer des objets avec. Donc, voilà, pardon. C'est vrai que dans la joaillerie, ça reste fragile hein, de mettre des plumes sur un bijou, mais on essaye toujours de les protéger et de trouver justement des systèmes où on peut les changer facilement et les recoiffer. Enfin, je ne sais pas comment on dit exactement, mais les chouchouter, tu veux dire les voilà. chouchouter. Non, c'est une façon de, c'est une connaissance de la matière. Quand on va, enfin moi je vois les gens, ils touchent des pierres, ils touchent des bijoux, ils ont des gants. Moi, il faut pas mettre de gants pour toucher les plumes parce qu'avec les gants, la matière, elle va vous ébouriffer. Hein, elle va nous ébouriffer, elle va ébouriffer ma plume. Moi, je l'ai lissée, je l'ai chouchoutée, je l'ai enchâssée pour qu'elle ne bouge pas, qu'elle vienne faire exactement ce dont j'avais besoin. Donc, on va prendre soin de ça. Et il faut bien la connaissance du sujet, il faut bien pouvoir partager avec notre client, voilà, avec le public, les acheteurs, ou peu importe. Tout le monde a cet accès pour moi. Moi, j'ai une question qui serait plutôt à l'embranchement entre la science et la créativité. On a parlé de tout le processus de création jusqu'à l'arrivée au client, mais pas vraiment de comment est-ce que ces plumes, elles arrivent dans votre bureau, Nelly. Comment est-ce qu'elles sont sélectionnées? Est-ce qu'il y a des endroits où vous allez vous-même les chercher? Ou est-ce que peut-être on vous les donne avec le projet? Enfin, comment ça se passe tout ça? C'est un peu tout ça à la fois. Les plumes, c'est un très très vieux métier, la plumasserie. En fait, on a juste oublié qu'en 1900, toutes les femmes portaient un chapeau et que sur ce chapeau, 3 fois par jour, elles changeaient et elles avaient un élément à la mode qui était en plume, en fleurs, en paille, en tout ce que vous voulez, mais beaucoup la plume, surtout pendant un certain nombre d'années. Donc ça a toujours été véhiculé comme ça, et donc ça a déclenché Enfin, maintenant, il n'y a plus d'usines ou d'entreprises, enfin, d'industrie. Il y a toujours une petite industrie du triage et de la récupération d'un matériau qui va être rejeté quand on va consommer poulet, pintade, dindon, etc. Et puis, il y a les plumes tombées des mues qui sont très spécifiques et que tout le monde ne peut pas avoir puisqu'il faut détenir une autorisation de posséder cette plume. On ne peut pas ramasser sur un chemin une plume d'oiseau où on n'a pas le droit d'avoir, on n'a pas le droit de l'avoir chez soi comme ça. Il faut sourcer la matière. Cet oiseau, il va être bagué, va avoir un numéro, on va avoir une référence. C'est une grande problématique dans notre travail. Hein. Quand j'utilise les plumes de haras, il faut que je puisse dire d'où elles viennent et le justifier par un nombre, une quantité, etc. C'est un travail titanesque. Vous imaginez de savoir exactement tout ce qu'on a dans son stock. Donc, il y a quand même des fournisseurs. Mes clients ne me donnent pas de plumes, sauf exception. Dans la haute couture, ils peuvent acheter des choses pour moi en amont parce que s'ils veulent 6000 plumes d'autruche qui viennent d'Afrique du Sud, ils vont financer d'abord l'achat de cette matière qui coûte quand même très cher à l'unité. Hein. Enfin, je parle de plumes de très grande qualité. Les plus grandes plumes sont les plumes des autruches, hein. Les autruches mâles. Et puis c'est vrai que nous, quand on les met sur un bijou chez Piaget, chaque plume a un CITES comme un passeport. Et quand nos pièces voyagent, elles sont vraiment contrôlées par les douanes. Chaque provenance de plume, on sait la tracer, on sait d'où elle vient, on sait que c'était un animal qui n'est pas mort dans des mauvaises conditions ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est très important et on respecte tout ce processus.
quelle plume fixe le mieux les pigments, les couleurs, quoi? La plus... Alors déjà, on peut, quand on va avoir une plume foncée, on va jamais pouvoir l'éclaircir, sauf on va dénaturer la matière, la kératine, on va éliminer du pigment, on va éliminer une partie de la matière, on va décatir la plume. Donc on va se mettre à la transformer avec des produits agressifs, chimiques, l'oxygéné par exemple. Donc on va brûler un peu cette matière qui va changer d'aspect, qui va perdre son pouvoir initial. Et puis ensuite, on a aussi des oiseaux qui sont blancs. On a les bernaches, par exemple, qui sont devenus des oiseaux, des oiseaux de basse-cour, tout ce qui a été élevé et transformé avec le temps. On a aussi des oies blanches, des canards blancs. Donc on va pouvoir, avec cette base blanche, venir ajouter de la couleur dessus. Donc là, c'est beaucoup plus facile de travailler avec une plume de nature blanche, d'origine. Même si elles sont blanches, quelle plume fixe le mieux la couleur? Si vous prenez un cygne et une noix... C'est pareil, un cygne et une noix, c'est la même chose. Ah, d'accord. Ok. C'est la structure même de la matière. Il y a plus de duvet, par exemple, sur un pélican. Il y a une surface au-dessus des barbes qui est beaucoup plus dufteuse parce que, d'abord, c'est des oiseaux de mer. Ils vont beaucoup dans l'eau. C'est les plus gros oiseaux, quand même, avec le cygne. Hein, si je ne me trompe pas, Jacques? Oui, Pélican. Alors, le pélican, c'est l'un des plus gros machins qui puissent voler, puisqu'on est à 15 kilos quand même. Je vous ai parlé des albatros tout à l'heure. Et effectivement, Nelly, par rapport à ce que tu dis, les oiseaux qui vivent en milieu marin ont en plus à résister, on a parlé de la lumière, etc., mais ils ont à résister au sel. Le chlorure de sodium, c'est bien sympa dans les assiettes, mais c'est hyper agressif. Et on va, par des jeux successifs chimiques, pouvoir arriver à de la production d'acide chlorhydrique éventuellement. Donc on n'en est en général pas là, les plumes sont tombées avant, mais le sel est quand même excessivement dégradant, et en particulier au niveau des barbules et des crochets. Rappelez-vous la structure de la plume, si ça c'est cassé, c'est terminé. Hein. Vous n'avez plus qu'un machin qui fait du vent, quoi. Merci. Voilà. Je crois qu'on va peut-être accepter encore une dernière question, puis on va devoir rendre l'antenne. Alors j'avais une petite question, c'était sur la transformation de la plume. Vous faites comment? Vous la peignez ou vous la changez de manière structurelle chimiquement, par exemple sur des produits horlogers, joailliers ou même de mode? Pour la haute joaillerie, en tout cas, dans tous les projets que j'ai pu faire, j'ai jamais utilisé une plume teintée, ou très rarement, parce que la couleur avec la lumière va pouvoir bouger aussi. Et donc, on est dans un monde où on veut aussi que les choses ne changent absolument pas du début à la fin de leur vie. Alors que dans mon travail, il y a un moment d'acceptation de dire ça va bouger, on va changer, on va grandir, on va décatir, je vais avoir des cheveux blancs. Mais cette plume, elle est teintée, et quand je la teinte, voilà, je ne la mets pas en tout cas en joaillerie, j'utilise que des plumes naturelles, donc de pigments naturels sur l'oiseau. Si je dois ajouter, la seule chose que je fais pour Stéphanie, c'est que j'ajoute du rose fluo. C'est vrai qu'on essaye d'associer la couleur avec la couleur des pierres dans nos produits, mais on essaye de les changer le moins possible. Oui. Mais on peut teindre, c'est par la chimie, bien sûr. Il y a des chimies, on peut teindre la plume de manière naturelle, mais on ne va jamais avoir une couleur dense, en fait. Ça va être pastel, très doux. Merci à vous tous pour... Oui, merci de votre écoute. Pour votre présence. Et puis, si vous avez encore d'autres questions, nous sommes disponibles.